Nous prolongeons cette matinée par une deuxième conférence, cette fois-ci qui va être un peu plus tournée sur le domaine éducatif, puisqu'elle va être réalisée par Benjamin Moignard. Merci Benjamin Moignard d'être présent avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez sur les processus de scolarisation, la socialisation des jeunes, plus globalement aussi, hein, que ce soit dans l'école ou dans les politiques publiques d'éducation, sur la dimension à la fois de l'élève comme récepteur d'enseignement, mais aussi comme acteur. Et puis, ces derniers temps, vous êtes intéressé à des domaines qui étaient plus en développement, j'ai envie de dire, hein, comme le numérique éducatif, voilà, dans certains de vos travaux, que vous nourrissez généralement de comparaisons internationales, de façon à pouvoir montrer un peu comment se situe le système éducatif français par rapport à cela. C'est les questions donc de ces nouvelles problématiques éducatives que vous allez évoquer avec nous ce matin. Je vous laisse la parole, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de votre invitation. Bon, je suis un peu frustré de ne pas avoir eu la musique d'entrée qu'elle a eu droit à Morgane Vivier. J'avais préparé une petite chorégraphie, tant pis. Pascal, la musique. Ne me tentez pas, ne me tentez pas. Non, je fais le malin, mais j'en serais bien embêté. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je prends mon risque. Et si la régie est très réactive, je suis un petit peu mal. Mais bon. Bon, et puis je constate aussi quand même, en voyant cette magnifique salle, que l'UNSA quand même sait recevoir, et ça me change des bourses du travail d'autres syndicats. Et donc, c'est facile, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je remarque que vous n'êtes pas très loin de l'IH2EF, très consacré pour les cadres de l'éducation nationale. Ceci étant dit, le thème du jour, nouvelles problématiques éducatives, enjeux, tensions et perspectives. L'idée, c'est d'aborder avec vous une notion que je propose à discussion autour de la désignation d'un certain nombre d'objets qui sont les violences à l'école, le harcèlement, la laïcité, la lutte contre la radicalisation, bref, tout un tas de thèmes, d'objets qui émargent au débat public, qui participent de certains discours autour de l'école, de sa supposée déclinaison, qui consacrent aussi un certain nombre d'actions publiques plutôt dans les quartiers populaires, plutôt dans les établissements, les écoles de milieux populaires que ceux de centre-ville, et qui sont des points à partir desquels j'essaye d'interroger l'évolution des systèmes éducatifs. Ce n'est pas la seule manière de le faire, mais c'est une manière de le faire. Et donc, je vous présente un petit peu aujourd'hui cette notion comme un analyseur de l'évolution et de la transformation des systèmes éducatifs contemporains. Le premier élément à avoir en tête autour de cette question des nouvelles problématiques éducatives, c'est d'interroger la manière avec laquelle un certain nombre de modalités de désignation de ce qui fait problème et de ceux, entre guillemets, qui posent des problèmes, quels élèves, comment sont-ils catégorisés, comment sont-ils désignés, nous renseignent sur cette transformation des politiques éducatives. En d'autres termes, parler de harcèlement à l'école, parler à telle ou telle époque de laïcité n'est pas tout à fait sans enjeu sur la lecture politique qui est faite de l'école et de la manière avec laquelle elle va assumer ses fonctions sociales dans les sociétés démocratiques contemporaines. Premier élément à avoir en tête, et je ne vais pas détailler tout, mais simplement avoir ces éléments de contexte très importants en tête, c'est que lorsque l'on regarde du point de vue international l'émergence d'un certain nombre de ces problèmes, il faut absolument les mettre en lien avec une transformation qui, du point de vue historique, est très récente du système éducatif, qui est celle de la massification scolaire, l'accès massif aux enfants au second degré en particulier, en France, mais ailleurs, dans un certain nombre de pays comparables depuis les années 70. Une massification qui permet d'augmenter sensiblement la part des élèves issus de milieux populaires
dans les scolarités, et les scolarités longues en particulier, mais qui ne suffit pas pour autant à neutraliser les inégalités sociales de réussite à l'école en particulier. Une idée importante à avoir en tête là-dessus, c'est qu'on est du coup au début de cette histoire de la massification et de la démocratisation scolaire. Et on est loin d'en venir à bout. Et j'insiste un petit peu parce qu'on a sur un certain nombre des difficultés de l'école, un certain nombre de discours qui vont alimenter cette idée que l'école ne sait plus faire, que l'école est en grande difficulté, qu'elle n'arrive plus à affronter un certain nombre des défis contemporains, sauf que l'école et la place centrale qu'elle a dans nos systèmes démocratiques, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et finalement, vous êtes les premières générations à porter ce projet démocratique d'une école, projet qui est loin d'être abouti, et aucun pays d'ailleurs n'a trouvé la solution à cette équation difficile de la réussite de tous les élèves, quel que soit leur milieu, mais c'est quelque chose de relativement récent et il faut l'avoir bien en tête. Deuxième élément peut-être à avoir en tête avant de rentrer dans le détail de ce que sont ces nouvelles problématiques éducatives, c'est le fait qu'en France, on a des tas et des tas de travaux qui l'expriment très bien, François Dubé utilise cette expression d'une passion française pour l'école, un attachement à l'école beaucoup plus fort que dans d'autres pays, en particulier dans ce qu'on lui demande. L'école française doit à peu près tout résoudre. Et historiquement, de fait, elle a un poids qui n'est pas comparable à celui d'autres pays au regard de son histoire. Chapouli, un historien fameux de l'école, a cette expression où il dit « l'école d'État conquiert la France au XIXe » et on est dans cet enjeu-là. On est sur une nation qui s'est bâtie sur son école. On est sur un attachement très fort à l'école. On est, les études du Rubella le montrent en particulier, sur un pays où le niveau de diplôme va être particulièrement incident sur les destins sociaux. Un certain nombre de travaux qui portent sur l'orientation, que Joanie a mené d'ailleurs, rappellent aussi ces enjeux-là. Donc on est dans une société, la société française, qui accorde une place à son école assez singulière. Et du coup, résonne dans l'espace public de manière un peu singulière un certain nombre d'objets, un certain nombre de sujets qui ailleurs font débat et alimentent parfois les polémiques aussi, mais peut-être dans des circonstances et des conditions et des modalités un peu différentes que ce qu'on observe en France. Et donc regarder comment sont traités ces objets-là nous renseigne sur cette évolution des systèmes, le traitement par l'action publique de ces questions et éventuellement l'évolution des professionnalités qui peuvent y être afférentes. Alors ces nouvelles problématiques éducatives, je vous propose quelques éléments de définition pour situer ce dont on parle et pas tomber dans ce risque qui serait d'enchaîner une forme de litanie de tout ce qui pourrait faire problème à l'école. Parce qu'on en aurait pour un moment, sans doute. Donc, essayons d'avoir quelques repères communs pour définir ces objets liés à ces nouvelles problématiques éducatives. Le premier point, d'abord, c'est que ce sont des objets qui vont venir perturber ou questionner le fonctionnement dit ordinaire de l'école, ou remettre en cause ses fonctions sociales élémentaires. En d'autres termes, c'est quelque chose, et ce sont des objets qui vont faire problème, qui portent atteinte à ce que, dans l'imaginaire collectif, on considère que devrait être l'école. Le comportement de tel ou tel élève qui ne devrait pas avoir lieu, telle ou telle attitude, la montée de tel ou tel discours, etc., etc. Bref, des objets qui renvoient à des questions qui interrogent ce qui devrait être dans l'imaginaire collectif, ce fonctionnement ordinaire de l'école. Le deuxième point, c'est que ces objets vont venir interroger quelque chose que vous travaillez beaucoup, me semble-t-il, et qui peut nous interpeller sur ces objets, c'est l'articulation entre ce que l'on peut considérer de manière un peu simpliste, mais qui a le mérite de la clarté, les missions traditionnelles de l'école autour de l'instruction, du savoir, de la transmission des savoirs, il faudrait reprendre tous ces termes, mais pour aller un peu vite, et puis
l'intervention et la place de l'école sur des modalités d'éducation plus larges. En d'autres termes, ce débat extrêmement détendu en France entre instruction et éducation. Hein ? Quand on arrive sur un terrain d'enquête, si on a envie de prendre un peu le pouls d'une salle des profs, voire d'un établissement tout entier, ce type de débat, alors l'école sert-elle à instruire ou à éduquer ? En général, nous permet d'aller assez vite dans le fait de briser la glace. Troisième point très important dans ce que sont ces notions. Le fait que ces nouvelles problématiques, elles sont l'objet de promotion, de désignation, de publicisation, en lien avec des problématiques et des problèmes publics plus larges. Il y a tout un champ de la sociologie qui est très abondant sur comment se construisent les problèmes publics. La question du Covid, de la Covid-19 est un excellent objet sur le sujet. Quel rapport à ces objets et comment ils nous renseignent, là encore, sur un certain nombre d'évolutions sociales. On reprend dans cette notion de nouvelles problématiques éducatives, et je vais dire NPE pour aller un petit peu plus vite, cette idée que les objets dont il est question sont des objets qui sont promus, désignés, publicisés dans l'espace public avec des entrepreneurs de cause, avec des associations, avec des syndicats, avec des hommes politiques, avec parfois des corporations hors syndicats qui peuvent porter et défendre l'idée qu'il est nécessaire de prendre en compte ces problèmes-là et qui les font vivre dans l'espace public et leur donnent une certaine audience. Par exemple, le décrochage scolaire au début des années 2000. Avant les années 2000, on n'en parlait absolument pas. Ça vient après les années 2000 et c'est très relayé, y compris dans les politiques européennes, avec des stratégies de lobby assez fortes. On pourrait en parler par ailleurs. Ou les questions de harcèlement scolaire qui étaient totalement inexistants avant les années 2010 et puis qui vont émerger très fortement dans le débat public, y compris jusqu'à, à mon sens, le saturer quelque peu actuellement en couvrant d'autres objets liés à d'autres formes de violence par ailleurs. Le quatrième point important, c'est le fait que ces objets liés au NPE sont perçus par les acteurs éducatifs comme étant de nouveaux problèmes. Et là, j'insiste un petit peu sur cet aspect, c'est bien pour ça qu'on utilise ce terme de « nouvelle » entre guillemets, c'est la manière avec laquelle les acteurs éducatifs vont considérer que ce à quoi ils sont confrontés n'a plus rien à voir avec ce à quoi étaient confrontés leurs pairs d'il y a 1 ou 2 générations. Constatant soit l'émergence de problèmes nouveaux, le grand classique, les cyberviolences, qui exploseraient et feraient qu'on serait face à des générations de pré-dégénérés, grand classique de la lecture générationnelle, ou bien sur des modalités qui signalent ou appuient des difficultés qui n'existeraient pas auparavant. L'enjeu pour moi, là, n'est pas de confirmer ou d'infirmer ce point de vue, mais plutôt de m'intéresser au fait qu'on a dans les discours autour de ces problèmes-là cette idée que c'était mieux avant, pour le dire très vite aussi. Du coup, pour essayer de lire ce que sont ces problèmes et ces nouvelles problématiques éducatives, une représentation schématique, donc forcément un peu réductrice autour de ces problèmes, qui présente la manière avec laquelle ces problèmes vont émerger en lien avec d'autres problèmes publics qui dépassent le seul cadre de l'école. L'exemple du traitement dans l'école de la laïcité est un bon exemple de ces liens très forts. Au moment où on interdit le voile en France, on a un contexte singulier du traitement politique de la question de l'immigration en France. Au moment où on a les attentats de 2015, la question de la laïcité revient sur le devant de la scène, plus du tout sur la même modalité que ce par quoi elle passait avant ces attentats-là. Donc on a une construction et une émergence de ces problèmes qui vont être en lien avec le contexte public plus général de nos sociétés, et l'école est ouverte. Qu'on le veuille ou pas, l'école est ouverte et perméable à un certain nombre de ces influences sociales. L'école, est, comme dirait Mathias Millet, est une question sociale fondamentale. Et on ne peut pas faire comme si, même si c'est notre tradition en France, c'était un sanctuaire fermé, elle est perméable à son environnement. Et il va y avoir des déclinaisons spécifiques d'un certain nombre d'objets. Cette représentation schématique, la voici,
avec, vous voyez, alors normalement j'ai un sabre laser, m'a-t-on dit, mais il ne laser pas beaucoup. Vous ne voyez pas beaucoup là. C'est pas grave, on va faire sans. Parce que si je le fais sur mon écran, vous ne le verrez pas non plus, vous ne le verrez pas du tout. Vous voyez d'abord sur la ligne, ligne chronologique, les problèmes publics et les problèmes sociaux qui peuvent participer à la définition de ces contextes d'émergence d'un certain nombre d'objets en lien avec ces nouvelles problématiques éducatives. Et puis, vous voyez au fur et à mesure du temps un certain nombre d'objets qui émergent. Le premier étant considéré comme l'échec scolaire. Alors on pourrait dire pourquoi l'échec scolaire? C'est pas qu'il n'y avait pas d'échec scolaire avant les années 80, mais c'est bien que cette notion va apparaître à partir des années 80 en lien avec les processus de massification et de démocratisation scolaire du second degré, avec l'échec massif d'élèves issus de milieux populaires. Auparavant, que l'on réussisse ou pas à l'école, ce n'était pas forcément le même enjeu que celui qui est lié à l'extension de la massification et de la démocratisation scolaire. Et l'affirmation dans le discours public. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être un Jedi sur Netflix, vous savez, dans une série de mauvaise qualité. C'est mieux? Voilà. Mais en fait, vu ce que je vous ai déjà dit, ça ne va pas me servir à grand-chose. Peut-être simplement retenir, vous voyez l'émergence de ces objets, vous voyez que certains continuent de poser problème. Là, il y a une représentation schématique qui peut donner l'illusion que, en gros, l'échec scolaire, c'est un problème qui s'éteint au milieu des années 80. Non, ça persiste. Et on a plutôt des effets d'accumulation d'une lecture problématisée de l'école avec cette idée qu'on aurait de plus en plus de problèmes. Alors qu'en fait, l'enjeu qui est posé derrière ces affirmations-là, c'est plutôt comment l'école essaye et tente de travailler la question de la démocratisation scolaire, de travailler la question d'un accueil de public pluriel dans une idéologie et une approche de l'école en France qui est restée assez largement bloquée à l'époque de la Troisième République, et sur un modèle qui n'était pas celui d'une école qui s'adressait à tous. Et donc cette lecture de la difficulté et des problèmes alimente complètement, et on le retrouve dans des travaux, ceux de Lantôme ou de Géraldine Farge par exemple, sur l'évolution des professionnalités enseignantes. C'est quelque chose qui est assez marqué, c'est-à-dire une lecture de l'école non pas seulement sur le plan de son projet démocratique, mais aussi sur le plan du nombre de difficultés auxquelles elle doit faire face pour pouvoir accomplir sa mission. Ça va, c'est clair? Ça suit? Et du coup, quand on regarde, alors je vais un peu vite sur tout ça, il faudrait prendre quelques pincettes et être un peu plus nuancé, mais l'enjeu de ma démonstration est plutôt à partir de là, de dire quand on s'intéresse à ces NPE et aux objets qui sont déclinés au travers des NPE, on peut observer l'évolution à la fois d'un certain nombre de pratiques professionnelles, de statut de l'école et puis de l'action publique et de la manière avec laquelle on agit sur un certain nombre de ces difficultés. Ce qui est assez frappant lorsque l'on s'intéresse à ces différents objets, c'est de voir la montée en puissance, en gros on la mesure depuis le milieu des années 2000, d'une logique de dispositif ou de programme d'intervention qui viserait finalement à prendre en charge de manière dérogatoire un certain nombre de ces questions. Comme si la prévention du décrochage scolaire ou de l'échec scolaire ne pouvait pas se diluer dans le fonctionnement ordinaire de l'action publique visant à améliorer la capacité de l'école à recevoir tous les élèves. J'ai pris pour exemple là, parce que c'était une actualité aussi, l'exemple de la lutte contre le harcèlement à l'école, qui est peut-être typique au sens weberien du terme, c'est-à-dire une nouvelle problématique éducative qui va se structurer dans le débat public de manière relativement récente. On passe en gros d'un statut, je le disais, avant 2011, où cette question
n'est pas posé dans le débat public, ou y compris lorsque l'on tient des conférences sur ces thèmes-là, on nous dit qu'on alimente l'objet, puisque en parler, c'est finalement le faire vivre, ou bien qui renvoie à une figure de l'enfance ou à une lecture des figures de l'enfance extrêmement dépréciative, qui est une autre des marques de notre pays, qu'on pourrait discuter assez largement par ailleurs, sur le fait que finalement ça a toujours existé. Et là, on nous sort toujours l'exemple d'un film fameux qui fait partie de la culture populaire. Lequel ? La guerre des boutons, exactement. Et que la guerre des boutons montre bien que finalement, bon, tout ça c'est des affaires de gosse, c'est pas très grave. Changement de braquet, 2011, on a un certain nombre de faits qui sont largement publicisés, des mobilisations de chercheurs, des mobilisations d'associations de parents d'élèves, une prise en charge par le politique de cette question qui va la mettre très en avant, de manière beaucoup plus tardive d'ailleurs que dans beaucoup de pays comparables, les pays anglo-saxons ou les pays du nord de l'Europe, qui vont consacrer des politiques publiques depuis les années 80 à cette question-là. En France, ça viendra très tardivement. On pourrait expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc une reconnaissance qui est relativement récente autour de ces questions et qui va voir se déployer, pas tout de suite, mais plutôt après, à partir de 2015. On a d'abord une approche assez prudente, et puis ensuite le développement de plans jusqu'à avoir très récemment, il y a quelques jours, la sortie, vous l'avez peut-être entendu, du programme phare, P-H-A-R-E, où on nous annonce que dans tous les établissements, on va avoir maintenant un certain nombre de modalités de prise en charge qui seront faites avec des référents harcèlement, avec des formations dédiées, avec bref tout un tas de dispositions. L'une des grandes difficultés de cette approche par programme, alors qu'on retrouve sur la question du harcèlement, qu'on retrouve sur la question de la laïcité, qu'on retrouve sur un certain nombre des objets dont il a été fait état, c'est que à la fois, elle propose une vision qui se dit très ancrée sur la recherche et les résultats de la recherche. Ça, c'est quand même dans la communication, en particulier du gouvernement actuel, quelque chose qui est très fort et très marqué lorsque l'on regarde du point de vue de l'analyse de la transformation de la parole publique et en particulier de la parole gouvernementale. Regardez les travaux de Xavier Pons, par exemple, sur ces enjeux-là. Il y a un discours sur « on agit en fonction de la science » et dans le même temps, une considération de cette science très relative quand elle ne va pas dans le sens du vent, évidemment. Et c'est bien normal puisqu'il s'agit de faire de la politique. Donc c'est assez cohérent de ce point de vue-là. Sur les travaux autour du harcèlement à l'école, comme sur le décrochage scolaire, comme sur beaucoup d'autres des thématiques qu'on a évoquées, on a ce qu'on appelle en recherche des méta-analyses. Alors ça fait très joli, c'est très démonstratif, ça nous permet de paraître très sérieux dans des congrès, et de fait c'est très sérieux et c'est très compliqué à faire. Ces méta-analyses, c'est, pour le dire un peu vite, la synthèse des résultats qu'apportent des dispositifs qui ont évalué l'efficacité d'un certain nombre de programmes d'intervention sur un sujet donné. Et donc une forme de compilation qui permet de dire, bon ben voilà ce qui marche moins, au regard de l'état actuel de la connaissance. C'est ça les méta-analyses. Les méta-analyses autour des questions de harcèlement montrent une chose, et il y en a plusieurs et elles vont toutes dans le même sens, elles montrent que ce qui marche d'abord, au-delà des contenus de programme, ce sont ce qu'on appelle les conditions d'implantation du programme. En d'autres termes, ce n'est pas tant le fait de faire un programme qui fonctionne, c'est le fait que ce programme soit implanté dans une école qui, par exemple, aura déjà une équipe éducative relativement stable qui a des habitudes de travail collectif. Ce sera des enquêtes dans lesquelles des établissements ou des écoles dans lesquelles on privilégie plutôt les pédagogies coopératives que des registres de compétition, de mise en compétition des élèves. On aura un certain nombre d'éléments de cette manière qui seront déclinés et qui, pour beaucoup d'entre eux, renvoient finalement à une notion que vous connaissez bien à l'UNSA, qui est celle de climat scolaire. Alors une notion qui a eu un certain succès, donc il faut s'en méfier parce que du coup, elle est largement travestie. Et aujourd'hui, quand on parle de climat scolaire, on parle très souvent de bien-être à l'école, alors que c'est assez différent. Ce qui est sûr, c'est que ces éléments autour du climat scolaire, et je vous en ai mis une définition pour
revenir un petit peu à ce cadre théorique-là, est une notion qui semble assez pertinente lorsque l'on pense la question des inégalités scolaires à l'école et de leur réduction, pour essayer de travailler des dimensions d'intervention dans une certaine forme de complexité que les programmes mettent bien souvent de côté. Le climat scolaire, la phrase qu'on peut retenir pour essayer d'y voir un peu clair, c'est cette première phrase: le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Le jugement, ça veut dire qu'on est sur une perception sur ce climat scolaire, que c'est quelque chose qui n'est pas seulement consacré aux seuls enseignants ou aux seuls élèves, mais bien à l'ensemble de la communauté éducative. La place de professions minoritaires est très importante dans la manière avec laquelle se construit et se structure le climat, et la perception qu'ils en ont est en général très cohérente avec celle de leurs collègues. Et elle articule une lecture à la fois de l'expérience de la vie dans l'établissement, sur les dimensions relationnelles, par exemple, qui jouent une large part, mais aussi du travail au sein de l'école. Est-ce que je considère que j'apprends correctement ou pas? Est-ce que j'ai les moyens d'apprendre ou pas? Est-ce que l'ambiance de classe est propice aux apprentissages, etc., etc. Bref, le climat scolaire n'est pas le bien-être, même si le bien-être fait partie du climat scolaire. Et dans ces travaux autour du climat scolaire, il y a une synthèse qu'on a proposée avec de Barbieux sur ce qui peut être considéré comme les 7 piliers du climat scolaire, avec la stratégie d'équipe, stabilité des équipes, modalités de travail collectif, etc., etc., la justice scolaire, qui se décline en 2 bords. D'abord, la manière avec laquelle on envisage les questions de justice sur les aspects de sanctions et de punition. Gros sujet en France, très gros sujet. Dans les études internationales, nous sommes le pays qui punissons le plus, et assez largement le plus. Et l'autre bord de la justice scolaire, dans la lecture de l'évaluation et des modalités de reconnaissance du travail, les notes ou d'autres dispositifs. Les modalités pédagogiques et la valorisation des dimensions coopératives, la prévention des violences et du harcèlement, la coéducation, ça renvoie au travail avec les familles, les pratiques partenariales qui renvoient à comment on travaille avec des acteurs non scolaires ou des structures qui ne sont pas scolaires, et la qualité de vie à l'école qui est plutôt liée à la gestion des flux, le bâti, tous ces éléments-là. Ce qui est important à avoir en tête sur ces aspects de climat scolaire, c'est que ces travaux sont d'abord nés de recherches sur les violences à l'école, parce qu'elles ont mis à jour le fait qu'il y avait une corrélation forte entre les établissements scolaires qui étaient avec de nombreuses victimations pour les élèves comme pour les enseignants, et puis la mesure de ce climat scolaire. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que le climat scolaire était incident non seulement sur la question des victimations, mais aussi du décrochage scolaire. Et puis, au final, on est aujourd'hui sur des recherches qui montrent de manière extrêmement claire, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, que le climat scolaire est très incident sur la réussite des élèves, et en particulier sur la réussite des élèves les plus éloignés de la culture scolaire. Ce point-là est essentiel pour parler et pour comprendre les enjeux autour du climat scolaire. Dans un établissement de centre-ville qui ne scolarise que des élèves issus de milieux très favorisés, il y en a très peu, mais il y en a quand même, que le climat scolaire soit bon ou mauvais, les élèves réussiront. Et en d'autres termes, ils n'ont absolument pas besoin de vous pour réussir. Parce que l'école est faite pour eux, et ils savent parfaitement se débrouiller avec leurs capitaux culturels, sociaux, dirait l'autre, autour de ces enjeux de réussite à l'école. En revanche, plus on a une mixité forte dans l'établissement, ou à un autre bout du spectre, plus ces établissements subissent des formes de ségrégation, plus l'incidence du climat scolaire sur la réussite des élèves est forte. En d'autres termes, 2 établissements ségrégés comparables, l'un avec un climat scolaire favorable et l'autre avec un climat scolaire défavorable, les élèves réussiront nettement mieux dans le premier que dans le second. Ce n'est pas tout à fait un détail sur nos affaires que cet enjeu du climat scolaire, qui du coup ne se dilue pas dans une logique programmatique.
Et j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on voit émerger, avec beaucoup de bonne volonté parfois, sur les terrains, une démultiplication de dispositifs de prise en charge du harcèlement, du décrochage, de la citoyenneté, de tout un tas de choses. Première remarque, d'abord, ces dispositifs, ils sont quand même très orientés sur les établissements et les élèves de milieux populaires, du coup, qui au final ont moins d'écoles que les autres, moins d'écoles au sens classique du terme. Ils sont dans d'autres dispositifs. Il y a un certain nombre de travaux qui s'intéressent, par exemple, aux dispositifs de lutte contre le racisme et de promotion de la citoyenneté. Je vous garantis que c'est beaucoup plus dans les milieux ségrégés qu'on s'en occupe qu'en centre-ville. Pourtant, le défi est peut-être assez largement partagé. Vous comprenez l'idée. Et ensuite, sur ces questions de climat scolaire, on a deux variables qui sortent du lot, parmi celles qu'on a identifiées, parmi ces piliers. Deux qui sont très nettement incidentes, on pourrait le dire comme ça. Je vais faire un sondage en direct rapide. Il reste à peu près 10 minutes. Rapide. D'après vous, lequel de ces piliers est le plus incident sur l'amélioration du climat scolaire? Sondage. Règle. Vous n'avez le droit de voter qu'une seule fois. Et nous devons tomber à la fin sur le nombre total que nous sommes dans la salle. OK ? Qui pense que la variable la plus incidente est la stratégie d'équipe ? Ah non, mais on ne lève pas la main après que je sois passé. Allez, on recommence. C'est un très bon entraînement pour voter la résolution générale demain. Je pensais que vous étiez moins nombreux que ça. Pas mal. Qui pense que l'enjeu est d'abord sur la justice scolaire? Ok. Pédagogie et coopération. Ça c'est ça j'aime bien ça. Cette forme de naïveté comme ça, toute. Alors. Perte de vitesse, la naïveté quand même. Hein. Prévention des violences et du harcèlement. Voilà. Merci, monsieur. Je crois que vous êtes seul. Hein. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Coéducation. Je vous assure qu'un jour, je vais le faire par syndicat. Vraiment, c'est très, très intéressant. 1, 2, 3, 4... Ce serait une belle analyse. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et comme quoi, la campagne est bien représentée. 23. Pratique partenariale. Voilà. 2. On double la mise. Ah, 3. Ouais, parce qu'à la fin, on n'aurait pas été bon, donc il faut qu'on... Qualité de vie à l'école. Je ne vous compte pas, vous avez voté 2 fois. 4, 5, 6, 7, 8... Véronique, tu triches. 12, 13, 14, 15... 16. Qui ne pense pas
Ok. Alors, résultat. Bon, massivement, la stratégie d'équipe, 78. À quasi-égalité, 32-31, justice scolaire, pédagogie et coopération. L'hommage, prévention des violences et du harcèlement chez une personne. Vous êtes 23 sur la coéducation, les parents. 3 courageux sur les pratiques partenariales. Et une vingtaine autour des questions de qualité de vie à l'école. Massivement donc, stratégie d'équipe arrive en tête, 78, le double de celle d'après. Et vous avez raison, puisqu'effectivement, c'est sur ces enjeux-là que toutes les recherches qui s'intéressent à ces questions sont congruentes, à savoir le poids des équipes, que ce soit en termes de stabilité, mais aussi de modalités de travail collectif. Ce n'est pas la réponse qui est donnée par la plupart de vos collègues. Cet enjeu de l'équipe apparaît bien souvent plus comme un enjeu secondaire, et ce qui pèse le plus, et de plus en plus, c'est le sentiment qu'il y a un enjeu sur la justice scolaire, qui est effectivement la deuxième variable qui est la plus prégnante dans la manière avec laquelle on peut considérer ces objets. Et on a une montée assez forte sur pédagogie et coopération, sur des échantillons dits représentatifs des personnels du premier et du second degré. Alors après, il faudrait distinguer, voir un petit peu comment ça peut se différencier aussi, même si on a une secondarisation du premier degré dans la lecture de ces questions-là. On pourrait là aussi y revenir. Alors, ce que ça nous dit du coup, c'est que l'enjeu des équipes et l'enjeu du travail en équipe est particulièrement incident, et que dans la manière avec laquelle sont pris dans les programmes de développement l'intervention sur les objets que je désignais tout à l'heure, ces enjeux-là sont complètement neutralisés. Et neutralisés depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en France, est très difficile à faire passer. D'autant qu'on sait que nous ne sommes pas dans une culture de l'école et des cultures professionnelles qui font la part belle à cette dimension collective. Et que c'est un des enjeux essentiels au regard des gestes professionnels à développer, en lien avec la question de la réussite des élèves de milieux populaires en particulier. Lorsque l'on se penche un petit peu sur la manière avec laquelle les personnels envisagent le climat scolaire dans les établissements, ça nous renseigne assez bien sur leur rapport à l'école et puis sur leur rapport à leurs élèves, à leurs difficultés, à ce qu'ils pointent comme étant des choses à améliorer aussi. Je vais vous présenter une figure, ce sera la seule de mon intervention, et cette figure, ne vous affolez pas, même des profs de lettres ou des CPE peuvent comprendre. Voilà. Donc, pas d'angoisse. Et on va s'intéresser à cette figure, parce que sinon je sais que ça va être compliqué, parce que moi-même j'ai du mal à l'expliquer après, à la seule dimension horizontale. D'accord ? Horizontale, pour les profs de mathématiques, ça veut dire à plat, comme ça. OK ? Horizontale, on ne regarde pas le vertical. Cette figure, elle vous présente les résultats d'une enquête de 2018, et on est en train de lancer, avec la Fédération des autonomes de solidarité, une nouvelle salve d'enquête, et on espère qu'on aura autant de répondants, auprès d'un peu plus de 18 000 personnels de l'éducation nationale, qui représentent la perception de ce qu'on appelle un indice de climat scolaire, qui va agréger un certain nombre de données, qui recoupent des aspects que j'ai évoqués précédemment, pour mesurer la perception qu'ils ont du climat scolaire. D'accord ? Donc, ce n'est pas juste leur dire le climat scolaire, c'est comment, c'est bien agréger, là en l'occurrence 12 variables, qui nous permettent d'apprécier ce climat scolaire, à la fois sur des versants relationnels, sur des questions de sécurité, sur des questions de confort de travail, etc. etc. Vous voyez, et donc je reprends mon sabre laser, qu'on a différentes catégories
qui sont représentés. Plus je suis de ce côté-là, plus ma perception du climat scolaire est positive. Plus je suis de ce côté-là, plus ma perception du climat scolaire est négative. Vous remarquerez que nous n'avons mis ni les recteurs ni le ministre sur cette figure. Non, soyons décents. Proviseurs principaux, principal adjoint, proviseur adjoint. Bon, quel constat vous faites d'évidence? L'encadrement, la direction est plutôt dans une position de satisfaction assez forte du climat scolaire, des écoles ou des établissements. On a ici les CPE. Alors, parenthèse quand même sur les CPE. Il y a des CPE dans la salle? Je crois qu'il y en a beaucoup. De toute façon, il n'y en a qu'à l'UNSA, donc a priori, ils sont là. Pardon. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, là, quand même, statistiquement, je tiens à dédier un hommage, j'ai presque envie de dire, à dédier cette diapositive au CPE. Attendez. Qui sont, du point de vue statistique, exactement équidistants, entre les directions et les enseignants. Donc c'est une démonstration mathématique de la fameuse formule « avoir le cul entre deux chaises ». J'insiste parce que c'est quand même très intéressant de voir parfois comment le qualitatif et le quantitatif peuvent se rejoindre ici. Vous remarquerez que les enseignants sont répartis différemment et avec une appréciation plus négative que leurs collègues, et puis des personnels médico-social, administratifs, plus flottants. Et on va voir pourquoi c'est plus flottant. Et les enseignants de SECPA, des classes spécialisées, un petit peu plus lointains. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a ce décrochage fort entre les enseignants, les directions? Hypothèse. L'hypothèse qu'on a faite, nous, c'est de considérer que c'était d'abord un problème de relation aux élèves et que plus on était dans le face-à-face pédagogique, plus le métier était dur, plus l'appréciation du climat scolaire était négative. Sauf qu'on s'est trompé. Parce qu'en regardant les données et le détail de ces données, ce qui fait décrocher les enseignants comparativement aux chefs d'établissement, par exemple, et les enseignants de SECPA comparativement aux autres enseignants, ce n'est pas tant la relation aux élèves, ce que disent massivement les personnels, quels qu'ils soient, c'est qu'avec les élèves, ça va bien, même s'ils ont des problèmes avec quelques élèves. Mais que massivement, ça va très bien même. En revanche, entre collègues et avec la hiérarchie directe et indirecte, c'est nettement plus compliqué. Ce que les profs de SECPA regrettent, c'est de ne pas être associés aux dynamiques collectives et communautaires, pour le dire comme ça, des établissements. C'est d'être dans une salle qui est tout au fond du couloir, que certains profs n'ont toujours pas vu au bout de 10 ans. C'est ces éléments-là, en fait, qui nous permettent de mieux comprendre la différence de perception. Les chefs d'établissement, ce n'est pas qu'ils ont une vue complètement à côté de la plaque de ce qu'est leur établissement, c'est que les problèmes personnels et interpersonnels ne sont pas positionnés de la même manière et avec la même nature que ceux des enseignants en particulier, parce que c'est entre enseignants qu'il y a le plus de conflits signalés par les enseignants eux-mêmes. En d'autres termes, ce climat scolaire, il est d'abord, et peut-être même avant tout, une affaire d'adultes. J'ai plus beaucoup de temps pour terminer et donner mes éléments de conclusion, mais cet aspect-là est très important dans la manière avec laquelle on envisage les dispositifs de l'action publique. Évidemment, en éducation, le travail avec les élèves et ce qui peut amener à travailler avec les élèves sur un certain nombre de sujets, il va de soi que ça peut être pertinent et intéressant, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, même s'il faudrait être un peu plus nuancé, mais je vais un peu vite là-dessus. En revanche, on a un angle mort
très fort sur les politiques éducatives nationales et très fort en France plus qu'ailleurs. D'autres pays ont vraiment eu d'autres dispositions par rapport à ça, sur les modalités de travail collectif, les modalités de travail en équipe, et le fait que culturellement nous en sommes éloignés. Comment fait-on pour se rapprocher d'éléments plus structurants pour les collectifs d'adultes? C'est compliqué parce qu'on est dans un moment où on voit monter très fortement l'échelon local comme un levier d'action dont on pourrait se réjouir par ailleurs, mais qui a cette tendance à alimenter un certain nombre de tentations d'externalisation de la prise en charge de la difficulté scolaire. En d'autres termes, une démultiplication de programmes, de dispositifs qui proposent de prendre en charge tel élève, tel élève, tel élève, pendant le temps scolaire, de faire souffler un peu le reste de la classe. Mais ces élèves, ce dont on se rend bien compte, c'est qu'ils ont de moins en moins d'écoles. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Les dispositifs aussi, qui se démultiplient et qui font dire à Anne Barrère qu'on entre dans un nouvel âge de l'organisation scolaire où finalement la forme scolaire commune devient de plus en plus affaiblie pour une forme dérogatoire du dispositif, parce que le dispositif, c'est facile à mettre en place à l'échelle d'un territoire. Ça renvoie à un rapport très singulier au public visé et à un mouvement d'individualisation de la prise en charge éducative qu'il faudrait pouvoir interroger avec les travaux, par exemple, de Rochex ou de Glassman, et un rapport très singulier à l'organisation et à ses temporalités, en cela que le dispositif donne l'illusion de l'action. Mais bien souvent, les évaluations qui sont faites de ces dispositions renvoient aux conclusions que j'évoquais sur la montée des programmes nationaux de prise en charge des difficultés, qui ont le mérite de dire qu'il est possible d'agir, mais la limite de ne pas s'attaquer à un certain nombre des sujets qui sont pourtant sur la table depuis maintenant une vingtaine d'années. Et on a des recherches nombreuses, cohérentes. On parle même, pour reprendre les termes d'une conférence de consensus scientifique autour de ces sujets-là, qui sont pourtant très peu posés au regard des enjeux qui sont liés au développement de ces nouvelles problématiques éducatives. Je vais en rester là pour qu'on ait le temps de quelques questions et je vous remercie encore de votre accueil. Merci beaucoup. Finalement, le temps passe vite. Là encore, beaucoup de questions. Vous venez de finir par l'idée du consensus. Une des questions qui nous est posée par rapport à ces nouvelles problématiques éducatives, c'est finalement quand on regarde votre graphe chronologique, est-ce qu'il faut réadapter régulièrement le rôle de l'école, voire ses missions ? Et est-ce que sur ces questions-là, finalement, il y a consensus des chercheurs, mais aussi des acteurs éducatifs et des politiques éducatives pour dire qu'il faut prendre en compte chaque fois ces nouveaux éléments et que l'école doit y répondre ? Il me semble qu'en fait, autour de ces éléments viennent cristalliser des tensions, mais c'est toujours à peu près le même sujet. C'est-à-dire que cette question de la tension entre éducation et instruction, ça revient toujours, quels que soient les objets. Je prends un des sujets qui monte depuis beaucoup avec la crise Covid, la question du complotisme, par exemple. Ça renvoie aussi à ces enjeux-là de rapport entre ce qui est de l'ordre de l'instruction classique, on dirait, et de l'éducation. En France, le sujet est particulièrement clivé du point de vue idéologique. Et c'est très français. C'est très français. C'est-à-dire que l'on est des journaux nationaux. Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Un collègue étranger, anglais en l'occurrence, qui vient pour faire une conférence, qui travaille sur les Stephen Bull, pour le nommer rapidement, qui travaille sur les questions de sociologie de l'éducation. Et il arrive, gare du Nord, pimpant, à la Stephen, et il me dit « Benjamin, c'est vraiment incroyable chez vous. Vos kiosques à journaux sont fabuleux. » Il dit kiosque, hein, déjà. Vous voyez le niveau de français. Alors je lui dis « Ah bon, pourquoi? Ça ne m'a pas marqué plus que ça. » Il me dit « Si, vous avez des revues professionnelles sur l'éducation, parce que vous aimez l'éducation, donc on vend des revues professionnelles d'éducation dans vos kiosques à la gare. Regarde, à la gare du Nord, j'ai acheté ce journal sur les méthodes de lecture. »
C'était Le Point. Et donc je lui ai dit, Stéphane, désolé, mais Le Point, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une revue professionnelle spécialisée dans l'éducation. Il y a certains points de vue, il y a un point de vue, mais ce n'est pas considéré comme une revue professionnelle. Et là, il me regarde, fucking frogs, vous êtes fous les Français avec l'école. C'est-à-dire que cette idée qu'il puisse y avoir en une d'un journal national l'allusion à un débat sur la méthode de lecture et qu'ensuite le ministre propose plutôt telle méthode ou telle méthode, encourage ci, encourage ça, ça lui semblait totalement lunaire dans la manière avec laquelle le problème était appréhendé. Mais donc on est dans un pays qui est très clivé sur ces questions-là. Et c'est vraiment une des différences majeures qu'on a avec d'autres, alors qui s'explique par notre histoire, cet enjeu de l'incarnation de la nation au travers de l'école, etc. etc. Mais ces sujets, à mon sens, et au regard des travaux que je propose, sont débordés par le seul fait qu'on est dans un temps de l'école démocratique, pour reprendre les termes de Benayed. Donc, de fait, l'école démocratique doit affronter la réalité de la question sociale et des questions sociales qui la traversent. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, du coup, est-ce que finalement cette façon d'imposer ou de faire entrer les programmes, les évolutions de textes, de contenu, etc., dans l'école, est-ce qu'elles ont un rapport avec la dégradation éventuellement du climat scolaire dans la définition large que vous nous avez présentée tout à l'heure? Ça, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas étudié sous cet angle-là, donc je ne peux pas l'aborder. Du coup, la place des différents personnels, on a vu et on a voté sur l'idée qu'il y avait le travail d'équipe qui était privilégié. Alors, qui est-ce qu'on met dans cette équipe? Comment ça a un impact, les personnels d'enseignement? Est-ce qu'il y a une perception identique pour les professeurs, par exemple, des lycées techniques par rapport aux lycées d'enseignement général? Est-ce que les personnels sociaux, de santé, etc., rentrent dans cette équipe? Et quelle place? Voilà. Et cerise sur le gâteau, peut-être sur ces questions d'équipe et de personnel, est-ce que si il y avait le choix des personnels par le proviseur ou par le principal d'établissement, ou à l'inverse, élection du principal ou du proviseur par les personnels, est-ce que ça modifierait cet aspect du climat scolaire? Je trouve que la dernière question est très bien tentée. Alors, d'abord, la question des personnels et quel personnel. Bon, la vision qu'on a d'autres modèles éducatifs est que, de fait, l'enjeu, c'est pas tant qui que les modalités à partir desquelles l'équipe se constitue. C'est-à-dire qu'une modalité extensive permet de fait de regrouper le plus grand nombre de personnels qui se sentent concernés par un projet commun et un projet d'établissement commun. La difficulté qu'on a en France, c'est que structurellement, on est sur une division morale et sociale du travail qui est très forte. Et on a un certain nombre d'illustrations de ça et du fait qu'en particulier dans le corps enseignant, alors on en revient souvent là, mais ils sont quand même largement majoritaires, ils font pas mal de choses dans l'école, même si ça agace parfois les collègues qui sont sur des registres plus minoritaires en termes de représentation. Mais on est quand même les héritiers d'une histoire qui a un rapport avec la division morale et sociale du travail qu'on ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique. C'est pour ça que le discours qui serait dire il suffit que les équipes marchent mieux, oui, merci, mais comment on fait avec l'histoire qu'on a? Il y a quand même deux illustrations là-dessus, je pense qu'il est important d'avoir en tête pour cerner, là aussi par rapport à nos homologues européens en particulier, des différences. Le corps des CPE, vous avez remarqué que j'aime beaucoup les CPE, sauf que c'est quand même un sacré révélateur du problème. Nous sommes les seuls à avoir inventé un corps dédié aux questions de vie scolaire. À partir du moment où vous avez un corps dédié aux questions de vie scolaire, pour un rapport de 1 à 20, un CPE pour 20 profs, en gros, on est à peu près là-dessus, voire dans un certain nombre d'établissements, vous me laissez finir ma phrase, voire dans un certain nombre d'établissements, nettement plus parce que les jeux de lissage nationaux ne peuvent pas intervenir, donc ça devient plus du 1 pour 60. On a des enjeux là qui sont très forts en termes y compris symboliques de qu'est-ce qui est l'affaire de qui et comment est-ce qu'on travaille sur ces affaires-là de vie scolaire, de climat, et que ce n'est pas l'apanage des CPE qui sont spécialisés là-dessus.
L'autre illustration qu'on a, très factuelle, et peut-être un peu anecdotique, mais qui nous dit des choses aussi, allez expliquer à un collègue étranger, faites-le, je vous y invite, vraiment, faites-le. Le statut de certifié et le statut d'agrégé. Allez expliquer cette différence-là, ça n'existe que chez nous. C'est-à-dire que moi, je le fais parfois pour des conférences, pour expliquer la structure du système éducatif français, les différents corps, etc., dans des pays étrangers. Donc je dis, il y a un corps de certifiés qui est largement majoritaire, dans le second degré en particulier, puis il y a un corps d'agrégés. Ils ont fait un concours très très dur du point de vue disciplinaire. Alors là, si vous êtes au Canada, vous avez forcément quelqu'un qui, dans l'assistance, va vous dire « Et du point de vue pédagogique, là, qu'est-ce que ça fait ?» Donc, on a le représentant de la CSQ dans la salle, je crois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est où? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc là, moi, je suis français, je lui dis non, mais on parle de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses. Et donc, non, ils ne sont pas formés pédagogiquement, ils sont formés sur des critères disciplinaires. Et puis après, ils sont mieux payés que les autres et ils font moins d'heures. Mais et en général, et je vous assure que c'est vrai, en général, j'ai une question dans la salle qui dit il y a un problème. Alors c'est nos amis canadiens, ils disent c'est pas un problème de traduction, mais je comprends pas bien comment ça. Et les autres invoquent un problème de traduction. Mais c'est tout ça pour dire que c'est quand même un vrai sujet que d'autres pays abordent comme quelque chose d'extrêmement normal. Et j'ai eu la chance d'accompagner des chefs d'établissement, des PP, des CPE, des profs principaux, etc. sur l'Académie de Créteil il y a quelques années, dans un projet Erasmus autour du climat scolaire. Ce que tous retenaient avant et d'abord le reste, c'était la question des équipes et la structuration des équipes. Ce qui est surprenant, c'est la neutralité du discours public et politique sur cette question-là. C'est-à-dire qu'en gros, dans les couloirs des ministères, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un sujet. Maintenant, comment l'affronter et comment le porter politiquement, il semble qu'en France, on ait vraiment ce carcan-là qui limite beaucoup en termes d'intervention. Maintenant, beaucoup d'établissements n'ont pas attendu que les ministères trouvent les moyens de faciliter ce travail d'équipe à l'échelle nationale. Il faut mettre peut-être un bémol à ça. Même si on a besoin de travaux et de données plus précises, il semblerait, donc vous voyez, je prends des précautions, mais que les temps libérés sur les REP ou les REP+, en particulier, lorsqu'ils sont utilisés pour développer le travail d'équipe, puissent être un espace de développement intéressant, peut-être généralisable, mais il faut vraiment affirmer les données là-dessus encore. D'accord. Alors, dernière question, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Sur ces nouvelles problématiques éducatives, on agit comment? J'ai fait toute une conférence pour dire comment on faisait, mais je ne sais pas comment finir, du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Sur ces nouvelles problématiques éducatives, moi, en tout cas, en tant que chercheur, le premier point sur lequel je veux alerter, c'est le fait que ces problèmes-là, il faut les déconstruire pour pouvoir agir dessus. Et surtout pas les prendre de manière isolée. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a une fragmentation qui est très documentée de l'action éducative et qui est même un des marqueurs de l'action éducative en contexte de massification et de démocratisation scolaire, pour le dire vite. Et on a cette tendance à dire qu'il faudrait faire plutôt seulement avec quelques élèves plutôt qu'avec d'autres, et du coup, d'avoir des politiques dites dédiées, de programmes, qui ne sont surtout pas suffisantes. Donc l'enjeu dans ce qu'on propose au regard des analyses qui sont faites, mais moi je ne suis pas prescripteur, donc ça il faut être très clair là-dessus, c'est bien d'interroger la manière avec laquelle ces problèmes sont pris dans un ensemble, déjà, et non pas que sur le plan du harcèlement, du décrochage, de tout ça, et que cet ensemble renvoie à la manière avec laquelle on va considérer l'action éducative au sein des établissements scolaires, les modalités de travail en équipe, parce que c'est ça avant tout le reste. Et dernier point, on l'a évoqué très très vite et il y aurait beaucoup à en dire, le rapport des élèves à l'institution éducative du point de vue de la justice scolaire. C'est quelque chose qu'on sait, dont on sait beaucoup sur le terrain, c'est très identifié, qui monte très fortement en termes de préoccupation et de confrontation avec un système de normes et de valeurs qui ne sait pas encore très bien faire avec ça.
Et là, on a sans doute un enjeu en termes d'action très concrète aussi, parce qu'on ne rentre pas par des choses un petit peu qui sont parfois décrédibilisées par un certain nombre d'enseignants, parce que, je donne un exemple, les pédagogies coopératives, où certains vont dire « Ah non, surtout pas, ça c'est un truc de pédagogo, etc. etc. » Lorsque l'on travaille sur les questions, par exemple, de sanctions et de punitions, on est dans le dur. Et ce sont des leviers à partir desquels le faire équipe devient possible. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur un certain nombre de territoires qui affrontent ces sujets-là. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. Merci à Joanie, merci Benjamin Moignard. J'appelle le secrétaire général Frédéric Marchand.